l'appui aux initiatives des organisations publiques, privées et celles de la société civile. Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, de femmes et celles de s'organiser en Mauritanie, c'est le cas. Et l'appui conjoint avec la banque de l'État seront très bientôt disséminés à travers un Richard. Enfin, très important, de sorte que non seulement de l'enfance et de la famille, élaboration également de répertoire législatif et réglementaire nationaux en Richard. Nous n'évoluons pas sur l'enfance de l'enfance, vous savez, mais il y a dynamique en vue d'effectuer régulièrement des études et des recherches. Demander également nous-mêmes à renforcer les différentes capacités afin que nous puissions, que nous sommes là aujourd'hui pour parler. Vous me permettez d'abord quelques remarques personnelles. Je suis très content de saluer parmi nous la présence de Mme Aïssata Khan, qui est quand même une pionnière, une personne que personnellement je valorise et je respecte. Elle a été la première ministre femme de l'histoire de la Mauritanie, une femme qui a marqué par son combat et son chemin personnel l'histoire des femmes en Mauritanie et que je voudrais saluer ici. J'aimerais également saluer l'initiative de la JCM et la création même de la jeune chambre de commerce de Mauritanie, qui à mon avis est une initiative excellente, celle que nous souhaitons voir développer parmi nos jeunes qui sont extrêmement créateurs et qui sont, à mon avis, ceux qui vont représenter l'avenir de ce pays à travers justement les multiples initiatives qui sont prises ici et là. Et je crois que celle-ci en est une qu'il mérite d'être saluée. Particulièrement, je suis aussi content, à titre personnel, de voir dans la salle, mais aussi à travers la jeune chambre, la représentation de quelque chose qui m'est cher. Personnellement, c'est l'unité nationale, de voir la diversité dans la salle, de voir cette extraordinaire Mauritanie que j'appellerais personnellement une Mauritanie décomplexée, une Mauritanie fière de ce qu'elle est, fière de sa diversité, fière de la richesse, la Mauritanie de mon enfance, donc celle dont je suis fier et dont j'assume toute la richesse, et celle qui m'a donné tout ce que j'ai pu parcourir, et je suis vraiment fier de voir ça représenté parmi nous aujourd'hui, et c'est de ça que nous avons besoin. En ce qui concerne les thèmes et ce qui m'a été demandé de présenter donc à travers, et je crois que mon collègue Bokar a un peu touché à la question, je vais être bref en ce qui concerne ce que nous considérons au niveau, je dirais, mondial comme thème relatif à l'émancipation de la femme ou, disons, à ce qu'on appelle le renforcement des capacités des femmes. Je pense personnellement, et je crois que beaucoup d'études ont été faites sur ça, que l'éducation est le premier facteur le plus important pour permettre aux femmes d'avoir le chemin dont elles ont besoin. Toutes les histoires de succès auxquelles on est confronté aujourd'hui et qui font un peu la réussite de plusieurs pays sont liées à l'éducation, à l'investissement dans l'éducation. Beaucoup d'études ont été faites en fait par l'UNICEF au niveau mondial pour démontrer que l'investissement dans l'éducation des filles permet en fait l'émancipation de l'ensemble de l'économie du pays et qu'elle peut être un facteur multiplicateur en termes même exponentiels de l'éducation et de l'économie du pays. Donc c'est une question qui à mon avis est extrêmement importante. Je pense que le premier point, si l'on devait se baser sur une question, c'est la question de l'éducation qui fait partie en fait, en ce qui concerne l'éducation des filles, des thèmes de ce qu'on appelle les MDJ, donc les objectifs du millénaire, qui font partie des objectifs que la Mauritanie voudrait bien réaliser d'ici 2015, malheureusement le thème. Mais en réalité, le débat qui est déjà arrivé, vous êtes probablement au courant, et il y a un débat qui est déjà en cours, qui est en cours à travers l'Internet, qui s'appelle quels sont les objectifs que nous allons choisir au-delà de 2015. Et en réalité, ce qui est important de savoir, c'est que les objectifs de 2000, ce qu'on appelle les MDJ, donc les Millennium Development Goals, quand ils ont été choisis, ont été un petit peu un exercice intellectuel. Beaucoup de gens ont considéré que ça a été fait par des experts, des organisations internationales, etc. Mais on n'a pas fait participer la société civile, les jeunes, la voix de la rue, la voix simplement des citoyens. Aujourd'hui, et pour récupérer cela, les Nations Unies ont mis en place un système de vote qui permet à l'ensemble des citoyens du monde, et je vous invite à le faire, à regarder ce site qui s'appelle donc Post 2015, donc, qui est probablement disponible même sur le site du PNUD ici. Et quand vous regardez, vous allez voir que mondialement, à ce jour, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les pauvres, les ruraux, tout le monde a choisi l'éducation
comme thème numéro 1. Parce que l'éducation est en réalité, comme je l'ai dit, celle qui permet de changer véritablement la face du monde et qui permettrait, à mon avis, d'ouvrir aux femmes à la fois le pouvoir et je dirais même la capacité économique. Le deuxième point important, bien entendu, dans l'émancipation, c'est le cadre juridique ou le cadre institutionnel. C'est-à-dire que l'on doit s'assurer, dans un pays, aussi bien au niveau de la Constitution qu'au niveau des lois, l'émancipation de la femme est fermement mise en œuvre et qu'elle est clarifiée dans le cadre de la protection des lois, par exemple sur l'âge du mariage. La question de la loi, c'est la protection contre la violence contre les femmes, et c'est un thème qui est malheureusement aujourd'hui très répandu et souvent un thème tabou dont on ne parle pas beaucoup, ni dans notre société ni dans une autre. J'ai travaillé au Yémen, j'ai travaillé en Syrie, et là je viens d'arriver en Libye. Je sais que souvent dans nos pays, c'est un thème qui est tabou, mais en réalité malheureusement il est beaucoup plus fréquent, la question de la violence contre les femmes sous toutes ses formes, et en particulier la violence des femmes dans le milieu souvent le plus proche. Et on doit mettre en place les institutions, revenant donc au point que j'étais en train de développer, que le cadre institutionnel, le cadre juridique doit protéger la femme à travers la Constitution, à travers la mise en place des lois pour la protection, par exemple, contre ce qu'on appelle aussi les mutilations sexuelles, les FGM, le Female Genital Mutilation. Mais il faut faire très attention. Le cadre juridique et les lois ne suffisent pas. Malheureusement, elles sont souvent là, mais elles ne sont pas appliquées. Donc il faut s'assurer que l'on mette en place aussi un mécanisme de suivi et de renforcement de la société civile pour que les lois soient appliquées. Les lois, elles existent, elles sont là, mais souvent, le cadre institutionnel à lui-même ne suffit pas. Si on ne met pas en place un cadre de suivi auquel, justement, des initiatives comme celle-ci, auxquelles la société civile et auxquelles beaucoup de personnalités présentes dans cette salle peuvent nous enseigner plus que la loi elle-même, parce que la loi n'est pas suffisante en elle-même. Donc c'est extrêmement important de s'assurer cela, et bien sûr cela aussi en ce qui concerne le renforcement du cadre institutionnel et cadre juridique, c'est la formation des policiers, la formation des juristes, la formation des différents décideurs pour s'assurer que justement la protection des femmes, la protection tout court, les droits de l'homme sont véritablement respectés. Donc ça c'est, je dirais, le point numéro 2, donc l'éducation d'abord, deuxièmement donc c'est le cadre juridique et institutionnel, et troisièmement je vais développer 3 thèmes que j'estime qui sont souvent mal compris. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a souvent beaucoup d'incompris. Le premier incompris, on a l'impression, quand nous, au niveau des Nations Unies, ou quand, de manière générale, ceux qui travaillent au niveau de la société civile, etc., faisons de l'émancipation de la femme une priorité, les gens ont l'impression que c'est contre l'homme, ou contre les autres. En fait, ce n'est pas la réalité. Toutes les études le démontrent aujourd'hui. Quand on parle de l'éducation des filles, par exemple, comme une priorité, comme je dis dans les objectifs du millénaire, en réalité, beaucoup d'études ont démontré que le renforcement de l'éducation des filles contribue à l'éducation des garçons, à travers d'abord leur propre émancipation en tant que futures mères, mais aussi à travers leur participation dans un cadre plus juridique. Mais en réalité, plus important, on se rend compte que quand les femmes sont mieux émancipées, le revenu de la famille est mieux investi. Parce que, bon, par exemple, je viens du Yémen, nous avons fait une étude récente sur le khat. Le khat, c'est cette sorte de drogue qui est consommée de manière exponentielle, malheureusement, au Yémen et qui a contribué beaucoup au sous-développement. On a remarqué que quand la femme a un revenu, la principale partie de ce revenu est investie dans la nutrition, dans les moyens d'accès pour ses enfants, pour la famille. Alors que quand l'homme gagne beaucoup plus d'argent, il a tendance à l'investir dans le cadre ou même souvent à l'investir ailleurs que dans le cadre familial. Donc, en fait, quand on parle de l'émancipation, ça c'est un point important. Quand on parle de l'émancipation, ce n'est pas contre, c'est une émancipation en fait de l'être humain, c'est l'émancipation des droits de l'homme, c'est l'émancipation simplement d'un principe simple, c'est 50% de la population. Il est impossible aujourd'hui de faire du développement sans s'assurer que les femmes en font partie. Et si elles sont exclues d'une société, la société ne pourra pas progresser. Donc ça c'est un thème extrêmement important et c'est lequel j'ai voulu insister. Un autre incompris élément aussi qui est souvent très très mal compris, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive, et pour laquelle nous militons énormément au niveau des Nations Unies, et nous pensons que c'est un thème qui est extrêmement important. Cela signifie réserver un certain nombre de sièges aux femmes, cela signifie s'assurer que les femmes sont représentées au niveau du gouvernement, cela signifie s'assurer que les femmes sont représentées dans les décisions, dans ce qu'on appelle les decision makers, c'est-à-dire dans ceux qui prennent les décisions, dans les centres de pouvoir. Mais attention, là aussi il y a un incompris souvent, il ne faut pas que la discrimination positive se fasse au détriment de la qualité. Il faut s'assurer, surtout en particulier en Mauritanie, que nous avons les femmes qui sont nommées dans les positions, ce sont les femmes qui vraiment méritent de le faire. Autrement, ça contribue en réalité à renforcer les stéréotypes, c'est-à-dire à se dire au bout d'un certain moment, à regarder, bon voilà, la qualité, alors qu'en réalité, quand je vois dans cette salle la qualité
des jeunes filles et que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on a la capacité de nous assurer que oui, il faut avoir une discrimination positive, mais il faut s'assurer qu'elle se fasse avec des femmes de qualité, et il y en a beaucoup en Mauritanie. Le dernier point, en ce qui concerne les choses qui sont souvent très mal comprises, ce n'est pas contraire à notre religion. Ce n'est pas contraire à notre tradition de défendre les droits de l'homme, les droits des femmes ou les droits de l'homme du tout court. C'est en fait, je pense que de notre tradition et de notre religion a été la première à protéger les droits de la femme. Et je pense qu'il y a souvent une mauvaise compréhension quand on défend ces thèmes, de penser que l'on va à l'encontre de la religion. En fait, on est très fiers de notre islam. Nous estimons que l'islam a énormément de cadres de protection. Le cadre juridique dont j'ai parlé au départ, quand on regarde et on se réfère au texte réel du Coran et de la Sunna, on se rend compte que la protection de la femme a toujours été présente et qu'elle est en fait, comme leader, comme mère, comme sœur, qu'elle est protégée, qu'elle est valorisée. Et c'est un élément dont nous devons nous sentir fiers et ne pas penser que cela va à l'encontre d'une tradition qui souvent certains ont l'impression, et ça c'est une mauvaise compréhension, et les érudits de l'islam le démontrent, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. L'islam est une religion d'émancipation de la femme, et je voulais insister là-dedans, et c'est aussi dans le cadre de toutes nos traditions à nous, Mauritaniens. Mon dernier point, comme je dis, je n'ai pas souhaité extrêmement loin, c'est que j'aimerais simplement dire que souvent aussi, nous avons l'impression qu'en réalité, en parlant de l'émancipation des femmes ou de le woman empowerment, donc le renforcement des capacités des femmes, que nous sommes là pour pousser les femmes vers le dos. Les femmes n'ont pas besoin d'être poussées. Les femmes sont courageuses. Les femmes, et je crois qu'il y a dans cette salle beaucoup d'exemples, les femmes sont des battantes. Elles n'ont pas, comme le dit d'ailleurs un thème qui a été développé l'année dernière par les Nations Unies, au niveau du programme des Nations Unies pour la population, ou le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est vrai, il faut créer le cadre juridique, il faut créer le cadre institutionnel, mais il faut leur laisser leur espace. En fait, le thème était « Show them the way, but get out of their way ». C'est-à-dire, il faut mettre en place des institutions, des lois qui protègent, mais il ne faut pas penser qu'on est là comme si on avait une sorte d'handicapé ou d'une personne. En fait, les femmes n'ont pas besoin de cela. Il y a d'extraordinaires exemples de notre société, des femmes, et je pense que celles que nous valorisons aujourd'hui, que nous reconnaissons dans notre liste, sont des femmes de grande valeur, et il en existe beaucoup, comme l'ont dit les deux collègues de la jeune chambre, qui n'ont pas été peut-être valorisés aujourd'hui, mais qui le seront dans les années à venir. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite. La sensibilisation déposée dans le campus, si c'est un message d'encouragement. Les jeunes aujourd'hui voudraient mieux qu'une manifestation présidée par l'homme. Du rôle de la femme, selon elle. La proportion d'entreprises qui emploient plus de 100 employés est plus élevée parmi les femmes dirigent. Alors oui, je crois en l'éducation. Bonjour tout le monde. Là, on va laisser la place à Madame Madina. Dans toute analyse prospective, il est facile de démontrer l'importance particulière des femmes parmi les acteurs qui animent la société mauritanienne. On attribue à celle-ci aux jeunes un rôle particulier, car ils constituent les deux groupes sociaux porteurs de jeunes de changement, c'est-à-dire susceptibles de provoquer les mutations qualitatives. Les femmes se révèlent aujourd'hui comme une variable sur laquelle il faudra nécessairement peser pour changer les grandes lignes du scénario tendanciel construire un futur alternatif. Sur le plan juridique, il n'est pas aisé de regrouper les droits des femmes autour de quelques... Il n'est pas aisé de regrouper les droits des femmes autour de quelques points de convergence. Notre pays, à l'image de nombreux pays africains et arabes, a adopté de nombreux actes juridiques et des principes directeurs qui tendent à encourager la prise en compte de la particularité de la place de la femme, ou qui, dans une autre mesure, traduisent un certain souci d'adaptation et d'adéquation de leur statut aux besoins toujours renouvelés de la vie moderne. La reconnaissance des droits des femmes est un instrument d'orientation et d'amélioration graduelle de leur sort, eu égard aux impératifs de développement socio-économique du pays. Bien des mesures ont été prises pour assurer leur développement économique et social. Les actions se sont ainsi attachées à favoriser l'accès
à la promotion des femmes, à leur statut juridique et des droits politiques dans le but de respecter le principe de l'égalité des sexes et de prévenir la discrimination envers des femmes au sein de la société. Mais il faudra dire que des questions restent toujours posées. Quel est l'esprit dominant en matière de droits de population féminine dans le pays? Et quel a été le contenu réel des actions? Quels ont été les résultats concrets? Au niveau politique de l'indépendance, de l'indépendance à nos jours, il est incontestable que la femme mauritanienne participe de plus en plus au mouvement de modernisation des institutions de la République. Par participation politique, on entend la possibilité pour les femmes de contribuer pleinement, au même titre que les hommes, à l'élaboration des règles et lois qui régissent la société, ainsi que de participer à l'administration, à la gestion, à l'exercice du pouvoir au sein de celle-ci. À regarder la configuration du gouvernement depuis ces 5 dernières années, on constate l'intérêt manifeste accordé aux femmes dans la politique actuelle. Le Parlement mauritanien est aujourd'hui une illustration de la participation et de la matérialisation de la place, mais aussi du rôle de la femme mauritanienne dans le processus de développement du pays. Et dans le cadre aussi des compétitions électorales, on a vu les femmes en tête de liste, mais aussi militantes, plus que par le passé, participer pleinement à la conquête des centres de décision par les urnes. Je pense que l'illustration la plus concrète est par rapport à notre tante, Mme Aïsserkan, du temps de notre chère Mme Aïsserkan, il n'y avait qu'une seule femme au niveau du gouvernement, donc qui s'occupait uniquement des affaires de femmes. Aujourd'hui, nous avons au niveau du gouvernement 7 femmes. En plus d'autres femmes aussi, nous avons une femme présidente au niveau de la communauté urbaine. Et dans d'autres aussi sphères de décision, nous avons des femmes qui sont illustrées aussi par leurs compétences. Au niveau des partis politiques, comme je le disais tantôt, on ne dispose malheureusement pas de données sur les effectifs des militants au sein des partis, ce qui aurait permis de mieux apprécier la place qui leur est faite. Et en fait, on peut parler d'un obstacle, voire une faiblesse en matière d'accès aux services financiers. Les femmes mauritaniennes connaissent une situation paradoxale, intervenant seules dans bien des cas aux besoins d'innombrables ménages. Elles ont de ce fait besoin d'importantes ressources financières. Cependant, leurs accès aux services financiers demeurent très limités, surtout au niveau du secteur bancaire à cause des contraintes de nature diverses. Faiblesse de revenus, manque de garantie et insertion dans les activités productives insuffisamment dotées de ressources financières, état de subordination au double plan social et économique. Il s'agit donc de remédier à cette situation en mettant en place des instruments nécessaires à la promotion des femmes au plan de l'accès aux services financiers. Il s'agit aussi pour les banques d'analyser ces diverses contraintes pour prendre en compte les besoins de cette importante population cible, aux besoins en rapprochant les structures d'épargne et de crédit au milieu urbain comme en milieu rural pour faire évoluer la base. Je vous remercie. Merci Madame Dia. Je vais maintenant donner la parole à notre 4e et dernière conférencière. Donner une idée générale avec quelques chiffres sur la situation de la femme de façon générale, sur la violence faite aux femmes, sur les nombres de femmes victimes, etc. Mais après, je voudrais apporter une petite... Est-ce que c'est allumé? Oui. Je voudrais apporter une petite analyse à la fois sociologique, mais aussi qui est liée aux recherches que j'ai faites sur le terrain et des comparaisons, des études comparatives que j'ai faites avec des sociétés dans les autres pays, pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi est-ce que ces discriminations faites aux femmes et la violence faite aux femmes perdurent encore malgré toutes ces avancées qui ont été faites en termes politiques ou en termes économiques et financiers.
Donc d'abord, je voudrais vous rappeler que si on veut entreprendre un discours donc, relatif à la situation de la femme, que ce soit dans la sphère du travail ou dans la sphère du public ou en termes sociaux, on focalise la plupart du temps notre attention sur les violences qui sont faites aux femmes. Donc des violences, ça veut dire violences physiques, discrimination, oppression, etc. Mais il est d'autant plus pertinent dans notre contexte actuel de prendre en considération cet aspect représentatif et explicatif de la condition féminine. Mais je pense qu'il serait, selon moi, plus efficace et judicieux de se pencher sur les réels mécanismes sociaux qui font perdurer cet état de fait. Il est vrai qu'un certain nombre de moyens ont été déployés sur le terrain pour justement lutter contre cette discrimination-là. Mais pourquoi, au-delà de tout ce recours massif à des politiques publiques et des campagnes de sensibilisation musclées qui ont été menées, on n'arrive toujours pas à mettre fin à des pratiques misogynes, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, allant de l'Occident jusqu'à l'Orient. Donc, c'est vrai qu'on assiste à une évolution de la situation de la femme, mais qui est plus ou moins marquée selon les régions dans lesquelles on se trouve. En Occident, il y a eu bien sûr certains avancements de la condition de la femme, mais il reste encore quelques, je dirais, des mécanismes qui sont soutenus par des stéréotypes, par exemple une féminisation de certains travaux, une féminisation de certains secteurs du travail qui relèguent souvent la femme à son rôle de mère, à son rôle d'épouse, etc. Je viendrai plus tard dans le détail là-dessus. Donc, avant de commencer, je voudrais juste donner quelques chiffres pour qu'on ait un petit peu à l'esprit l'état d'avancement dans lequel on est aujourd'hui. Donc, je vais commencer par des chiffres d'ordre général. 100 millions de fœtus féminins et bébés sont supprimés chaque année en raison donc, de leur moindre valeur supposée parce que ce ne sont pas donc, des garçons. Donc on voit déjà qu'à la naissance, on n'est pas vraiment la bienvenue. Et puis ensuite, selon l'OMS, elle estime à 100 millions de femmes qui se marieront avant l'âge de 18 ans. Certains me diront, oui, mais certaines sont consentantes. Ça dépend de ce qu'on entend par être consentant d'un mariage, parce que certaines femmes elles sentent qu'elles sont consentantes, mais elles ne savent pas qu'il y a un mécanisme social derrière, une socialisation. Elles ont intégré le fait que si elles ne se marient pas à un certain âge, elles n'ont pas réussi socialement. Donc c'est une forme de violence en soi, une violence symbolique. Et puis pour ce qui s'agit de la Mauritanie, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment gâté en termes de chiffres, parce qu'il n'y a pas encore vraiment des services qui sont, à part les ONG et les associations, et bien sûr le PNUD qui fait un travail remarquable, pour nous donner des chiffres, il y a une difficulté à collecter les données réelles, parce qu'au-delà des tabous et au-delà des problèmes, des femmes qui n'arrivent pas justement à exprimer les violences qu'elles vivent tous les jours, on a du mal à chiffrer la violence faite aux femmes. Mais je vais prendre quelques chiffres qui ont été donnés par l'association des femmes chefs de famille, et d'ailleurs j'en profite parce que je voudrais vraiment rendre hommage à Madame Miltoun Mokhtar qui fait un travail remarquable et qui est vraiment engagée sur le terrain, qui fait partie vraiment des rares femmes qui travaillent passionnément. C'est une cause qui lui tient à cœur et ça depuis des années, et je tiens vraiment à lui rendre hommage aujourd'hui. Donc certains chiffres qui ont été donnés donc, par cette association. Donc on a pu relever 1333 cas de violences conjugales, 302 violences contre des filles domestiques mineures, 343 cas de mariage forcé, 272 viols contre des mineurs et 16 victimes de cas de traite de filles. Donc ça c'est juste une idée, grosso modo, bien sûr elle n'est pas exhaustive, mais déjà ce qui a été relevé et collecté sur le terrain. Donc quand on continue donc, dans cette logique quantitative, un rapport des Nations Unies en 2006 a montré qu'au moins une enquête sur la violence à l'égard des femmes avait été menée dans 71 pays et au moins une enquête nationale était disponible dans 41 pays. Donc il est important de constater, grâce justement à ces deux données, on a remarqué d'un point de vue mondial que la violence conjugale s'est fortement accrue depuis donc, la première moitié des années 1990. Donc là, on est tous d'accord là-dessus, on garde à l'esprit la réalité de la violence faite aux femmes. Maintenant, je voudrais juste revenir sur ces données-là, les données qu'on a collectées. En quoi est-ce qu'il y a un problème au niveau de ces données? Alors déjà, il y a de grandes difficultés auxquelles on fait face. C'est une violence en soi, le fait de ne pas pouvoir recueillir des données quand la vie de certaines personnes en dépend. C'est vrai qu'on a une vision quantitative de la question de la violence faite aux femmes et qui n'est même pas encore exhaustive. Donc il y a des lacunes parce que sur le terrain, on a du mal à collecter les données. Les organismes qui sont chargés de fournir les données ne sont pas recueillis systématiquement au fil du temps. Donc on a du mal à voir une évolution concrète au fil des années pour voir l'état actuel des choses. C'est-à-dire qu'en 2-3 ans, on peut avoir des données et puis là, il y aura un gouffre par manque justement de suivi parce qu'il n'y a pas d'institutions qui sont spécialisées dans ça et qui sont reconnues étatiquement, mis à part le PNUD ou bien des ONG qui, elles, ne sont pas reconnues par l'État.
Deuxième des choses, c'est la rareté, voire l'inexistence des services sociaux pouvant enregistrer donc la totalité des témoignages des victimes, ce qui aggrave donc les problèmes liés aux statistiques. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lié au tabou, à l'absence de suivi auprès des victimes et aux stratégies de collecte de données qui seraient plus efficaces. Et troisièmement, les enquêtes démographiques et les données fournies ont pour principal inconvénient qu'elles n'indiquent que le nombre des femmes victimes, alors qu'il y a un manque d'informations sur la typologie de la violence. Aujourd'hui, je vais juste pour vous montrer que, en tant que sociologue, je me fonde vraiment sur la réalité concrète des choses. S'il y a une seule femme ici, présente dans la salle, qui n'a jamais subi n'importe quelle agression, qu'elle soit verbale ou morale, ou elle s'est sentie un petit peu victime ou face à une domination masculine, qu'elle lève le bras. Il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire que c'est un phénomène, ça concerne vraiment tout le monde. Il n'y a pas une seule femme qui échappe à la règle. Et j'imagine que vous n'avez tous pas témoigné, on ne vous a pas donné la parole parce que c'est considéré comme secondaire, alors que c'est une réalité qu'il faut vraiment prendre en compte et prendre au sérieux. Ensuite, donc, où est-ce que j'en étais? Donc oui, donc quand on revient sur le contexte culturel des violences, il ne faut pas se contenter de prendre les chiffres et de les poser, et éventuellement pouvoir les exploiter pour ouvrir quelques centres, 2 ou 3 en fonction des régions reculées. Il faut prendre en compte la violence, dans quel contexte social elle s'inscrit. Parce que certaines personnes, je ne sais pas, je vous prends un exemple, vous prenez une femme qui a été forcée de se marier. Et quand vous venez sur le terrain, elle vous dit, elle et sa famille, qu'elle était parfaitement consentante. Mais à côté, on oublie comme violence sa déscolarisation, le fait qu'il y a une dépendance économique et financière de cette jeune fille face à son mari. Donc il y a un certain nombre de violences qui sont fondamentalement inscrites dans le contexte socio-culturel qu'on ne prend pas en compte. Donc on voit bien ici que les approches qualitatives sont nécessaires pour compléter les enquêtes quantitatives, pour entre autres comprendre la nuance et la complexité des expériences vécues selon le vécu de ces victimes-là. Il faut prendre leur point de vue et ne pas essayer de l'analyser un petit peu à leur place. Donc, et puis, bon, je voulais aussi prendre quelques exemples, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a certaines violences qui ne sont pas prises en compte et qu'on ne connaît pas, mais qui sont des violences en soi. Il y a d'autres formes donc, de violence qui sont négligées. Donc il y a la violence sexuelle à l'égard des femmes dans les situations de conflits armés et de l'après-guerre, et qui n'ont été reconnues qu'assez récemment, et qu'en fait elles sont vues que sous un angle, elles rentrent dans le cadre des droits de l'homme de façon générale, mais il faut savoir que la violence faite aux femmes, les viols que subissent les femmes pendant les périodes de guerre, ou même après-guerre, ne sont pas répertoriés, ne sont pas pris en compte, ou en tout cas pas assez à mon sens. Ensuite, la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle ou autre, on n'en parle pas assez. Les pratiques traditionnelles nuisibles autres que les mutilations génitales féminines, et la sélection prénatale en fonction du sexe et du fœtus, et la négligence systématique des mariages forcés. Donc la violence liée aussi à la dot ou à l'honneur, il y a les crimes d'honneur qui se perpétuent à travers le monde et on n'en parle pas assez. Donc comme dirait un des anthropologues américains, dans la quasi-totalité des régions, des sociétés, dans la péninsule arabe ou dans les sociétés en tout cas orientales, l'honneur se gagne et se perd par les femmes. Pourquoi ? Il faut aller comprendre pourquoi, essayer justement d'éradiquer ce phénomène-là, et je pense que les gens ne font pas assez attention à ça, parce que derrière la question de l'honneur, il y a aussi la question de la place de la femme dans la société, sa place vis-à-vis justement de son mari, de son cousin, de son père, etc. Donc, au-delà de ça, donc pour moi l'essentiel ici c'est de savoir et de garder à l'esprit qu'il y a des lacunes analytiques sur les données quantitatives, le manque d'études qualitatives et l'absence de prise en compte de ces autres types de violences que je viens de citer. Donc, maintenant je vais donc commencer vous parler un petit peu de mon regard personnel et sociologique sur la question. Je vais essayer un petit peu de vous expliquer, à mon sens, à ma petite échelle, pourquoi est-ce que justement il y a cette violence qui perdure. Vous savez, depuis la nuit des temps, Aristote bénissait tous les jours les dieux d'être un homme. Et je peux vous dire qu'il avait raison, surtout à une époque où la femme n'avait pas de statut juridique légal, et ce n'est venu que récemment. Il a fallu beaucoup d'années, seulement après la Deuxième Guerre mondiale, que les femmes ont eu droit au vote. C'était quelque chose d'impensable avant. Donc des choses qui étaient impensables à une époque donnée deviennent normales à une autre époque, c'est que vraiment il y a un problème de normes. C'est ce qu'on appelle l'injonction normative, c'est-à-dire ce que la norme nous impose, et il faut justement remettre en cause la norme qui n'est ni fondée scientifiquement, ni fondée religieusement, ni fondée de façon objective ou rationnelle. On peut avoir ma mise sur ces choses-là et les changer. Donc c'est un travail profond et qui doit être pris vraiment au sérieux. Donc si je veux donc commencer, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, mais j'ai bientôt fini, tout de suite. Donc tout d'abord, je préfère qu'on garde à l'esprit que la domination des hommes sur les femmes, contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est pas perpétuée forcément par seulement les hommes, elle est perpétrée par les femmes. Donc dans un système, ce sont paradoxalement elles qui sont les principales actrices de ces pratiques.
elle veille à leur perpétuation à travers donc des générations et des générations. Ce n'est pas l'affaire des hommes, mais bel et bien un système inégalitaire qui a été inconsciemment inculqué aux femmes. Elles l'ont intégré, intériorisé et lui donnent une légitimité absolue. Je vais vous donner quelques exemples. Quand on attribue, je tire quand même mon chapeau au système patriarcal qui a su faire des victimes les principales responsables de leur situation. Il y a quoi de plus efficace pour soumettre quelqu'un que de le laisser le faire lui-même? Je vais vous prendre quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me situe. Il y a un anthropologue qui avance, c'est en fait dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre les mutilations génitales faites aux femmes. Alors le problème, c'est que ces campagnes-là ont orienté leurs actions principalement vers les hommes, parce que selon eux, c'est une affaire d'hommes. Et ils ont vu que toutes les politiques, la campagne de sensibilisation qu'ils ont mis en place n'a servi et n'a pas abouti à grand-chose. Les mutilations continuent à exister. Quand ils ont pris un anthropologue qui est venu faire une étude sur le terrain, il a compris qu'en fait c'était une affaire de femmes. C'était les femmes qui perpétraient cette activité, et vous tous vous le savez. Et ces femmes-là, pour elles, c'était pour sauver l'honneur de leur fille, et les hommes n'avaient rien à voir là-dedans. Elles se sentaient elles-mêmes responsables de cet acte-là, et c'est pour ça que maintenant il fallait orienter l'action politique vers les femmes et non pas vers les hommes. D'autres exemples sont là, je vais les éviter pour ne pas prendre trop de temps, mais les mariages précoces, le fait justement d'accorder la maternité avec toutes les belles choses qui sont autour de la maternité, elle a un certain statut, elle est valorisée, mais vous ne savez pas que derrière, quand on est une bonne mère, il faut qu'on reste à la maison, il faut qu'on évite la sphère publique, on reste cantonné à la sphère privée. Donc tout ce que le social nous offre gentiment à la femme, la maternité, être une bonne épouse, être une bonne mère, etc., c'est pour rester cantonné à la maison. Donc c'est pour vous dire que tout ça, c'est un système qui constitue le soubassement des politiques locales et qui justement perdurer justement les inégalités. Je m'arrête tout de suite, je vous promets que je m'arrête, mais juste une dernière chose, je voudrais que vous ayez à l'esprit une chose qui est très importante. Si on part du principe du structuralisme de Lévi-Strauss, et ça j'aime bien donner des petits exemples comme ça concrets, pour qu'une fois que vous serez chez vous ou avec vos amis, vous verrez vraiment qu'on s'inscrit dans une logique qui est beaucoup plus profonde que ça et beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que le jour où une femme leader, ou une femme présidente, ou une femme qui aura de la valeur, on n'aura plus la lumière sur elle, on ne l'applaudira plus, c'est là que la vraie égalité entre les hommes et les femmes sera acquise. Mais avant ça, c'est qu'il y a un réel problème. Il y a juste une chose à savoir, et je m'arrête là. Pour le structuralisme de Lévi-Strauss, je vous donne un exemple. Et ça, on est vraiment... pourquoi est-ce que je... Donc, je peux vous dire, c'est un sujet qui me tient tellement au cœur qu'on me donne rarement la parole pour ça. Ce qui se passe, c'est que dans le structuralisme, vous savez que le monde entier fonctionne sur un système binaire. Le système binaire, c'est quoi? Il y a le haut, le bas, le faible, le fort, le dur, le mou, le petit, le grand. Et tout notre esprit, le monde entier fonctionne sur ce système binaire-là. Justement, et les hommes, à votre avis, se situent où dans ce système binaire? Dans le haut, dans le grand, dans le fort, dans le dur. Et les femmes se situent dans l'autre système. Et toutes les sociétés fonctionnent comme ça inconsciemment. Et c'est une fois qu'on aura justement... Parce que, et bien sûr, avec tout ce système binaire-là, il englobe, bien évidemment, la maternité, la douceur, tout ce qui est pour le faible, pour celui qui n'est pas vu, celui qui n'est pas dans l'espace public, celui qui est dans l'espace privé. À partir du moment, je sais que c'est un travail long, je ne suis pas là pour vous décourager, mais il faut savoir toucher les vrais problèmes et ne pas se contenter de donner 2 ou 3 responsabilités à des femmes et se dire que les choses vont changer. Il faut que les choses changent intérieurement. On commence par l'éducation, la socialisation des gens, on change leur regard qu'ils ont et l'identité qu'ils offrent aux femmes et aux hommes. C'est comme ça que les choses vont changer et je m'arrête, sinon je ne vais pas... Je suis contente qu'il y a une élite féminine qui est là, une jeunesse dynamique qui va prendre ce flambeau et qu'on va lui laisser ce flambeau. Donc, et je dis ce prix à toute cette jeunesse-là derrière, à toutes ces femmes combattantes, à toutes ces femmes qui se lèvent chaque matin et qui ont un seul souci, de faire régner le droit et de participer au développement de notre pays. Mais aussi particulièrement à Mme Aminetou, qui fait le même combat que moi et que j'ai croisé récemment au bureau au commissariat pour le même thème. Et je veux juste dire, nous avons de l'avenir, nous avons de la chance, nous avons de la motivation. Il reste juste une seule chose, de nous engager. Ce pays est à nous, elle vient de le dire. Et c'est des gens qui vont bientôt à la retraite.
Il est à nous de faire régner le développement, il est à nous de prendre le flambeau et de faire le chemin pour une Mauritanie vraiment unie, développée et prospère. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cet honneur-là. Et je voudrais dire que l'éducation, c'est vraiment très important pour la femme, on l'a dit, pour qu'elle puisse aider au développement du pays. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on pense à toutes ces femmes, nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays, dans la campagne, qui sont très ignorantes. Et cette ignorance, malheureusement, les conduit souvent à la mort. Alors vraiment, il faut développer l'éducation des femmes dans notre pays. Et je tenais à féliciter Mademoiselle Najwa pour son exposé qui était vraiment fascinant. Et surtout à paraphraser une phrase qu'elle a dite par rapport à la qualité. Elle a dit que maintenant les femmes, parce qu'on est dans certains domaines, une ou deux, et c'est ça qu'on nous applaudit, parce qu'on est moins nombreuses. Je pensais la même chose par rapport à la qualité de nos cadres en Mauritanie, parce que actuellement, je dirais pas la médiocrité, mais je dirais je dis pas la médiocrité, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, mais actuellement nos cadres ou les personnes ne font pas leur travail, ce qui fait qu'on félicite ceux qui le font. C'est en fait un niveau qui est un peu bas, parce qu'on félicite actuellement que les gens qui font le travail, alors que ça devrait être un devoir personnel de tout un chacun. Alors, je voulais d'abord vous remercier l'équipe de la Jeune Chambre de Commerce pour cette distinction. J'espère que je la mérite réellement. En fait, parce que quand je vois ce parterre de femmes qu'il y a devant moi, je me dis, bon, allez, elles sont toutes... En fait, ce qu'il y a, c'est que je vois qu'en Mauritanie, il y en a quand même qui osent se braver des interdits, qui osent nager à contre-courant, hein, dans cet océan de médiocrité, comme pour reprendre Jérémy Lamitocher. Et je suis très émue, excusez-moi. J'aime pas trop parler en public non plus. Mais je pense qu'il faut continuer à nager à contre-courant. Il faut continuer à se battre. Hein, et il faut se rendre compte que quelquefois l'excellence paye. On a choisi, nous les artistes, musiciens, les femmes mauritaniennes, on a choisi de mettre notre musique au service de l'humanitaire. Donc pour démontrer vraiment que nos voix peuvent participer au développement pleinement aussi à la Mauritanie. Et je vais juste crier pour vous montrer que je suis artiste confirmé. Je suis profondément émue à double titre. Le premier titre, c'est que je retrouve 3 générations de femmes. Madame Aïssata Kane est l'une de nos mères. Moi, je suis la femme intermédiaire. Et Madame Dibate Cham est la fille d'une amie avec laquelle j'ai fait l'école au lycée de Gentil. Le parcours des femmes est très important. Et par ailleurs, nous fêtons aujourd'hui 20 ans d'existence. Donc le prix vient à point nommé parce que nous avons 20 ans d'existence. On a parlé de l'accès des femmes aux ressources financières. Tout le monde s'accorde à dire que les banques ont peur des femmes et les femmes ont peur des banques. La microfinance est venue pallier à cette insuffisance. Mais ce n'est pas une fin en soi. La microfinance est un instrument, est un outil. Utilisée dans le bon sens, elle permet de promouvoir les activités économiques des femmes. Mais au-delà des activités financières, c'est un cadre de mobilisation des femmes. C'est un système d'éducation financière et c'est un système aussi d'échange parce que les femmes ont d'autres problèmes qui ne sont pas seulement le problème des ressources financières. Et c'est l'occasion de dire qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées, mais le chemin reste à parcourir parce qu'au moment où on a pu donner des ressources ou des microcrédits aux femmes, à leur permettre à faire de la micro-épargne, celles qui veulent aujourd'hui passer au deuxième stade trouvent des problèmes parce que les banques jusqu'à présent n'arrivent pas à faire confiance aux femmes. Par ailleurs, les femmes ne veulent pas entreprendre dans le secteur financier. Très peu de Mauritaniennes
entreprennent dans le secteur financier. Nous avons brûlé cet obstacle et nous pensons que d'autres femmes doivent le faire. Parce que mieux elles vont investir dans le secteur financier et mieux les femmes mauritaniennes vont pouvoir accéder à ces ressources financières. Je vous remercie. Je suis très contente.